Good morning. I hope you're not too wet. So I'm Béatrice Joly-Prunel from Paris, École Normale Supérieure, and I'm very happy today to talk about, I'm sorry I talk in French. José did not ask me to talk in English, so I just took the opportunity not to work more. And so I hope you understand or you take the translation device. I'm going to talk about what I call the Picasso effect. How Picasso changed social logics in the international field of modern art and the avant-garde. Donc, la tâche qui m'est demandée aujourd'hui n'est pas facile. Faire réfléchir à la place de Picasso dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Cette histoire de l'art, j'en ai tenté ma propre version, d'un point de vue mondial et sociologique, des années 1850 aux années 1970, et Picasso y revient sans cesse, bien entendu. Picasso est un amalgame socio-culturel, historico-culturel difficile à saisir. Cet amalgame dépasse largement sa figure biographique. Il faut y inclure son individualité d'artiste, son travail, sa réputation, sa trajectoire, son style, ses réseaux. Une chose est claire cependant, cet amalgame, Picasso a profondément modifié ce qu'on peut appeler le champ international de l'art moderne et des avant-gardes. Il a contribué à annuler certains effets d'attraction et de répulsion de ce champ, ce que je me propose donc d'aborder ici pour les années 1910-1960. Qu'est-ce qu'un champ ? C'est un espace social structuré selon des logiques de rivalité et de coopération, de domination et de subordination. Ces acteurs partagent les mêmes valeurs ou luttent pour faire changer ces valeurs. C'est un concept donc proposé par Pierre Bourdieu et qui peut s'appliquer à l'art. Il suggère un espace complexe de l'art qui ne se réduit pas aux relations esthétiques, mercantiles ou professionnelles, autour de la création visuelle. Un champ social implique une vision du monde, des institutions, des carrières, des trajectoires individuelles et collectives, des habitudes, des échelles de valeurs qui ont évolué au fil du temps et selon les espaces, les contextes, mais aussi selon les stratégies individuelles ou collectives. L'avant-garde peut être considérée dans le champ artistique européen comme une position protestataire en renouvellement régulier après 1850. Après 1890 environ, l'art moderne a constitué un champ autonome, indépendant des logiques académiques. C'est dans ce champ que Picasso commence sa carrière à Paris, très mal placé. Or, Picasso, par sa trajectoire sociale, esthétique et marchande, a contribué à bouleverser les règles du champ international de l'art moderne et des avant-gardes. On peut dire qu'il contribua à déphaser le champ international des avant-gardes, si on garde la métaphore du champ électromagnétique. Il a annulé les effets de certaines forces qui structuraient les attitudes, les manières de peindre et les trajectoires des artistes modernes. Je vais donc expliquer tout cela. On peut distinguer plusieurs séquences historiques dans ces bouleversements. Vers 1907, Picasso contribue à séparer l'avant-garde de l'art moderne. Il prend la tête de la concurrence contre un contemporain direct, Matisse, et sort la lutte avant-gardiste de la concurrence avec les générations précédentes. À partir de cette époque, les avant-gardes luttaient les unes contre les autres. Un changement radical s'imposa encore ensuite dans les années 1910. La trajectoire fulgurante de Picasso prouva qu'il était possible à un artiste a priori mal doté, selon les critères et les valeurs de l'art moderne, de parvenir à une situation symbolique et marchande privilégiée. Lorsqu'on compare la situation de Picasso aux carrières prestigieuses des artistes modernes en 1900, on constate qu'il n'a alors objectivement aucune chance de percer. Il vient d'une ville objectivement mal dotée en institutions d'art moderne. Il a fait l'erreur d'étudier à l'académie. Ses origines sont modestes. Les meilleures carrières, au contraire, sont accaparées par des artistes en position sociale hégémonique et méprisent l'académie.
Ils font de l'impressionnisme assagi, comme si l'on ne pouvait pas innover davantage. Ou des portraits mondains, ce que Picasso refuse. Les réseaux marchands et critiques ont été verrouillés, tout comme l'accès aux salons dits sécessionnistes. Picasso n'expose pas dans ces salons. Les revues de luxe d'art moderne font les carrières internationales. Picasso n'apparaît pas dans ces revues. À l'extrémité, au contraire, s'accumule dans les années 1900 une population décalée socialement et esthétiquement. Picasso ne fait pas exception à la crise de renouvellement des générations. Ses premiers pas à Paris sont difficiles. Sa peinture est au diapason d'une génération démoralisée qui vivote de petites expositions en petites galeries, de commandes pour des journaux et de travaux décoratifs alimentaires. La plupart venaient à Paris se former à l'école des recettes impressionnistes et post-impressionnistes, pour y exposer si possible, puis ils rentraient chez eux avec une étiquette moderne qui pouvait servir dans un projet de carrière régionale, mais pas plus. Picasso aurait dû avoir une trajectoire de ce type, d'autant plus qu'il maîtrisait mal la langue française. Il ne cherche même pas à exposer dans les salons modernes. Il se contente de petites galeries marginales. Il s'appuie sur un réseau essentiellement étranger qui s'est tourné vers le post-impressionnisme, Gauguin, Van Gogh, puis Matisse. Ce réseau s'occupe des plus jeunes par défaut, notamment des artistes fauves. Or, vers 1908, les fauves les plus médiatiques ont été attirés par une grande galerie, Bernheim Jeune. Un jeune marchand allemand, Daniel Henry Kahnweiler, n'arrive même plus à garder Van Dongen. Il décide alors de prendre en charge le mouvement anti-fauvisme mené par Derain, par Braque et par Picasso. Kahnweiler eut une idée géniale, n'exposer ses artistes qu'à l'étranger. Rien ne fut exposé à Paris, tandis que la réputation parisienne novatrice de Picasso attirait l'intérêt des amateurs étrangers lassés de l'impressionnisme. Mais Kahnweiler envoyait à l'étranger des œuvres acceptables qui prouvaient ses qualités de peintre. Période bleue, rose, cubisme cézannien, alors que Picasso, pourtant, était bien plus avancé dans sa recherche picturale. Picasso fut rapidement reconnu en Allemagne, en Russie et dans l'Empire austro-hongrois. Pourquoi fut-il aussi bien reçu ? Parce qu'il avait une formation académique. À partir de 1913 seulement, Kahnweiler se mit à présenter des œuvres récentes de Picasso, mais il le fit toujours dans une perspective chronologique, avec les périodes précédentes. Kahnweiler démontrait ainsi que Picasso peignait bien, et il montrait aussi la logique qui conduisait au cubisme. L'intelligence de l'artiste espagnol, accepté par les milieux collectionneurs étrangers, justifiait ainsi sa réputation internationale. Paris ne voyait rien de Picasso, au contraire, mais n'avait qu'à prendre acte de sa réputation par effet retour. De la Russie, donc, jusqu'aux États-Unis, Picasso fut porté par un réseau qui maîtrisait l'histoire des formes et la psychologie des amateurs. Ce réseau sut mettre une pédagogie sur le travail de Picasso. Il profita aussi des effets de jalousie entre pays, puisque les Allemands achetaient du Picasso, ça devait être bien. Mais le cas Picasso prouvait aussi qu'on pouvait venir de nulle part, avoir eu une formation académique considérée comme ringarde, et pourtant devenir une gloire de l'art moderne. La guerre passée, de nombreux artistes prirent Picasso pour horizon. Il était exposé par les meilleures galeries et les publications élogieuses sur lui se multipliaient. Les artistes espagnols, plus que les autres, subirent la pression de l'exemple de Picasso. Juan Miró se mit à observer sa trajectoire et à reprendre ses stratégies. Le jeune Catalan arrivait à Paris en 1918, persuadé que les affaires allaient reprendre comme avant la guerre. Il se trompait, bien sûr. Ce fut la crise jusqu'au milieu des années 20. Les uns rentraient au pays, les autres partaient vers le nord, vers l'Allemagne, vers les États-Unis. D'autres abandonnaient même la peinture.
Pourtant, Miro reste à Paris. Il puise son énergie au pays pendant les vacances. On peut penser aussi que le surmoi picassien l'encourageait à ne pas renoncer. En effet, Miro suit les conseils de Picasso. Pour être un peintre, il faut rester à Paris. En 1924, Miro a rejoint les surréalistes et comme eux, il voit en Picasso la personnification éternelle de la jeunesse et le maître incontestable de la situation. Puis il imite les choix stratégiques de Picasso. Il ne cherche pas à promouvoir lui-même son œuvre. Il adopte comme Picasso la stratégie du secret. Quand Pierre Loeb devient son agent en 1926, ils s'entendent pour garder ses activités confidentielles, même avec ses amis. Comme Picasso, Miro mise aussi sur son identité catalane. Il refuse de faire comme les cubistes parisiens passés comme Juan Gris à la peinture patriote française ou comme les peintres abstraits à la peinture prétendument universelle. Comme Picasso encore, Miro se met à valoriser son héritage académique. En mai 1928, il se met à peindre d'après les maîtres, une référence totalement absente du travail de ses contemporains abstraits et surréalistes. Miro utilise même des procédés classiques de composition pour ses intérieurs hollandais de 1928, mise au carreau, esquisse au crayon. Enfin, comme Picasso, Miro varie ses expositions entre Paris et l'étranger. Œuvres novatrices à Paris, travaux plus acceptables à l'étranger. Et il insiste qu'il n'est pas apprécié à Paris, mais qu'au contraire, le public étranger l'a reconnu. Miro parvint dès 1928, en une dizaine d'années, comme Picasso, à se faire reconnaître et connaître sur le marché international des avant-gardes jusqu'aux États-Unis. Autre exemple, Dali. En 1929, il entre à son tour dans la bataille. Inutile de dire combien le modèle Picasso était important pour lui. Sa trajectoire prouva, elle aussi, que les périphéries académiques et géographiques pouvaient produire des carrières internationales, même des carrières de luxe. Dès 1930, une importante population d'artistes issus des périphéries et de formations académiques se met à reconvertir son capital académique, comme Dali, en capital d'avant-garde. Pour cela, elle se contente d'adopter un style dalinien, idéal pour faire scandale localement. On avait ensuite toutes les chances d'être estampillé surréaliste par le groupe parisien qui cherchait des alliances à l'étranger. Ici, quelques exemples d'artistes qui, du jour au lendemain, sont passés au dalinisme. Le résultat fut ennuyeux. En fait, il y a à peu près 500 œuvres qui ont été répertoriées dans ce système. Le résultat fut ennuyeux pour Picasso. Après 1934, il n'est plus la référence des avant-gardes. Dali a pris la place. Le surréalisme avait vaincu le cubisme. Dans les années 20, les artistes passaient de l'impressionnisme au cubisme pour entrer en avant-garde. Désormais, ils passent directement au surréalisme par le dalinisme et ne s'intéressent plus à Picasso. Dali travaillait sur les désirs inassouvis du public, sur ses pulsions cachées, plutôt que sur son propre rapport aux femmes, à la sexualité et à l'histoire de l'art. Il allait donc beaucoup plus loin que Picasso. En outre, Dali accomplissait la prophétie picassienne. Il montrait qu'on pouvait parvenir au prestige international en articulant des handicaps a priori contraires aux valeurs de l'avant-garde. Formation académique de départ, qui était assumée chez Dali, référence continuelle au passé, ambition de petits bourgeois, assumée aussi chez Dali, imitation et même le vol auprès des artistes que Dali ne se privait pas de proclamer non plus, outre la fierté régionaliste. Enfin, Dali affirmait une liberté non négociable vis-à-vis de la politique. Il fricotait avec les surréalistes antifascistes, mais il proclamait sans vergogne son mépris des communistes et son soutien à Hitler. Dali était tout à fait conscient de prendre la place de Picasso dans le champ artistique international. Lorsqu'il rédigea ses mémoires, il affirma sans hésiter, en une seule soirée, en 1929, 10 années d'après-guerre et d'avant-gardisme faussement intellectuel étaient détruites. Cette chose immonde que l'on appelait l'art abstrait ou non figuratif, et dont Picasso avait été le père tutélaire, tombait à nos pieds, blessé à mort
pour ne plus s'en relever. Il n'y avait plus de place en Europe pour les petits losanges maniaques de M. Mondrian, et j'ajouterais, ni pour les plans croisés et les déformations de Picasso. Une question cependant, pourquoi Dali pouvait-il affirmer avoir enterré Mondrian et ses losanges plutôt que Picasso et la grille cubiste? Parce qu'entre les années 30, où le surréalisme était devenu le centre de l'avant-garde internationale, et la publication en 1952 de La vie secrète de Salvador Dali, Picasso avait retrouvé sa position centrale. Nous voici donc au deuxième grand déphasage, celui de 1937, quand l'exemple de Picasso permit le tournant politique collectif d'une population internationale de plasticiens qui n'arrivaient pas à faire le pas vers l'engagement. Rien ne poussait Picasso à s'engager. Formé dans le contexte culturel du XIXe siècle, il avait intégré les normes de l'art moderne. L'art devait représenter quelque chose, il ne passa jamais à l'abstraction, et l'autonomie de l'artiste n'était pas négociable. S'engager en politique, c'était risquer de renoncer à cette autonomie. Après 1935, malgré les persécutions nazies contre l'art dégénéré, même les plasticiens en exil n'osèrent pas prendre la parole avec virulence. Les artistes surréalistes ne suivaient pas leurs confrères écrivains, pour qui l'engagement était une posture intellectuelle valorisante. Des facteurs politiques et structurels purent diminuer les réticences de Picasso, puis de ses collègues envers l'engagement antifasciste. D'abord, l'internationale communiste avait changé à l'égard des avant-gardes. En 1936, la constitution de Front populaire en France et en Espagne obligea les communistes à revenir sur l'intransigeance réaliste qui dominait encore en 1935. Cet assouplissement pouvait diminuer la méfiance des artistes envers l'antifascisme. Deuxième facteur, en France, la relance des commandes publiques après 1936 et le développement des musées réconciliaient les plasticiens avec les milieux politiques. Cette relance était liée à un dernier facteur, le rôle accru de l'art dans la géopolitique mondiale, notamment lors de grands événements où les régimes se confrontaient, ainsi aux Jeux olympiques de Berlin en août 1936, pour les Olympiades populaires de la République espagnole à Barcelone, qui furent finalement annulées à cause du pronunciamento de 18 juillet, ou pour l'exposition internationale de Paris en 1937. Les avant-gardes y trouvaient des commandes. La propagande communiste du Comintern recourait aussi aux artistes. En même temps, d'importants créateurs s'engageaient dans les brigades internationales aux côtés de l'Espagne républicaine, notamment par exemple le Mexicain David Siqueiros. Le Front populaire espagnol comprit donc qu'il lui fallait s'allier des personnalités reconnues dans les démocraties et pas seulement les faire venir en Espagne pour combattre. Or, trois personnalités des plus connues de l'avant-garde étaient justement espagnoles, Picasso, Miró et Dali. Picasso était le moins controversé. Le problème était juste de le convaincre. Il n'avait pris aucune position claire depuis le déclenchement de la guerre civile. Le peintre accepta d'abord une exposition Picasso à Barcelone. Ouverte en février 1936, elle fut ensuite montrée à Madrid. Picasso rédigea la préface. Mais il n'accordait pas un soutien clair au Front populaire espagnol. Encouragé par son amie Dora Maar, elle-même communiste, Picasso commençait à se tourner vers des pratiques de type intellectuel. Écrire une préface, publier des poèmes et des textes surréalistes. Comme s'il avait été difficile, trop difficile de rester plasticien lorsqu'on s'engageait. Ces œuvres de cette période le confirment. Du point de vue plastique, Picasso cherchait comment faire de la politique. À l'été 1936, il avait dessiné la ferveur populaire des accords de Matignon qui augmentaient en France les droits des salariés. Outre cette veine célébrative, la veine historique ou mythologique était possible. Picasso s'y était essayé pour le rideau d'une pièce de Romain Rolland sur le 14 juillet pour les milieux communistes. Mais Picasso accumulait davantage les portraits de Dora Maar et les natures mortes. Inquiet pour sa famille restée à Barcelone, il fit un pas supplémentaire en acceptant la direction honoraire du Prado à Madrid en septembre 1936.
La bataille de Madrid, bombardée par la Luftwaffe en 1936, en novembre, mit Picasso au pied du mur. Il fallait prendre position publiquement. Mais comment inventer une prise de position plasticienne, différente des proclamations habituelles aux intellectuels, différente aussi des pratiques de propagande qui auraient aliéné sa liberté? José Luis Sert demanda à Picasso une grande peinture murale pour le pavillon républicain espagnol à l'exposition internationale de 1937. La proposition n'était pas idéale. L'art mural, c'était des intentions pieuses et c'était une mode dans les cercles abstraits que Picasso regardait de très haut. Picasso cherchait encore sa manière. Il se mit en janvier 1937 à une série de gravures, Rêves et mensonges de Franco, mais est-ce que la caricature pourrait convenir pour une murale? Le bombardement de Guernica, le 26 avril 1937, lui donna son sujet. 4 mois avaient coulé depuis le début du travail sur la murale. La place du marché avait été massivement bombardée. Civils en fuite, femmes, enfants, tous avaient été poursuivis à la mitraillette. L'indignation était internationale et la presse à grand tirage publiait des photographies des enfants morts et de leurs mères. C'est alors que Picasso commença vraiment Guernica. Par ce tableau, Picasso reprenait les codes de l'iconographie contemporaine du massacre en gardant le noir et blanc de la photographie de presse. Il y ajoutait des motifs de Rêves et mensonges de Franco et de ses compositions tauromachiques récentes. L'expression des agonies était relue au prisme des déformations surréalistes. Les yeux révulsés, dissociés, les langues percées, les mains équarries, les bouches hurlantes, animaux et corps découpés. La simplification des détails et la composition symétrique de la toile classique la rendaient pourtant lisible. Mais Picasso sortait des vocabulaires politiques traditionnels, alors qu'il avait hésité à les utiliser. Dans ses premières esquisses, il avait figuré au centre de la composition un point fermé, brandi. C'était un signe de résistance politique traditionnelle dans la gestuelle manifestaire. Finalement, il l'enleva. L'artiste se citait plutôt lui-même, le cheval, le profil de femme. Il citait aussi les anciens. Il citait le massacre des innocents de Guido Reni dans une forme classique, voilà le massacre des innocents. Il citait aussi celui de Nicolas Poussin, l'enlèvement des Sabines de Poussin, les désastres de la guerre de Goya. Le format de type historique était une occasion de proclamer à la fois un soutien au parti républicain espagnol et d'affirmer une primauté dans l'histoire de l'art. Et c'est comme œuvre d'art, comme œuvre historique, que l'œuvre Guernica fut reçue en Europe, pas comme une œuvre de propagande. Dès janvier 1938, le tableau est pris en charge par Paul Rosenberg, le marchand de Picasso. Il fut le clou d'une exposition itinérante de maîtres modernes dans les plus grands musées de Scandinavie. À l'automne, le tableau fut envoyé à Londres. Guernica poursuivit ensuite sa route vers New York pour être exposé en 1939 au MoMA. L'œuvre était exposée dans des musées, pas dans des maisons de la culture ou dans des centres politiques. C'était le gage de sa puissance d'expression. Ce fut comme un tremblement de terre. Dans toute l'avant-garde européenne, on passa collectivement à l'antifascisme, sauf peut-être Dali. Alors qu'elle avait longtemps traîné les pieds par rapport aux camarades écrivains engagés à gauche dès les années 20, l'art, les artistes, l'avant-garde se mettaient à la politique. Picasso avait franchi le pas de la politique parce qu'il avait réussi à inventer une manière artistique et moderne, indépendante de le faire. L'engagement n'était plus incompatible avec la tradition avant-gardiste. En outre, désormais était posée une exigence, celle d'un engagement par la forme, un engagement qui ne soit pas idéologique, mais qui soit de compassion. Les avant-gardes antifascistes surent désormais préserver leur autonomie en traduisant de manière humaine et intérieure les problèmes contemporains avec des déformations plastiques. En 1939, Miro l'expliqua, il n'y a plus de tour d'ivoire. La retraite et l'éloignement ne sont plus permis. Mais ce qui compte dans une œuvre, ce n'est pas ce que veulent y découvrir trop d'intellectuels.
c'est ce qu'elle entraîne, de faits vécus, de réalités humaines, les trouvailles plastiques n'ayant en elles-mêmes aucune espèce d'importance. Il ne faut donc pas confondre les engagements proposés à l'artiste par les politiciens professionnels et autres spécialistes de l'agitation avec la nécessité profonde qui lui fait prendre part aux convulsions sociales, l'attache, lui et son œuvre, à la chair et au cœur du prochain et fait du besoin de libération de tous son propre besoin. On vit se généraliser un nouveau type de peinture, une peinture expressionniste, violentée, aux formes disloquées, aux couleurs sombres. Elle avait la mode, elle avalait, elle tuait la mode du dadaïsme et ses ciels méditerranéens. Monstres, danse macabre, ambiance sépulcrale. Cette nouvelle peinture fut toujours comprise comme une allusion aux soubresauts de l'époque. Guerre civile, exil, exclusion, haine. Pressentiment d'une conflagration que tout le monde voyait venir depuis 1936. Un autre effet de ce passage collectif à l'engagement fut la possibilité pour les artistes en exil à Paris de enfin s'unir, alors qu'ils avaient été incapables d'agir collectivement jusque-là. Des peintres poursuivis par le nazisme comme Otto Freundlich, Heinz Lohmar, Hans Kralik purent enfin s'unir avec des Parisiens comme Max Ernst, avec la création de l'Union des artistes allemands, puis au printemps 1938, avec l'Union des artistes libres sous la présidence de Oskar Kokoschka. La protestation antifasciste la plus efficace était devenue celle de l'avant-garde, pas celle des réseaux politiques. L'héritage direct de Guernica ne ressemblait pas à Guernica. Picasso était redevenu un concurrent. Il ne fallait pas imiter sa manière de peindre dans cette angoisse de l'influence caractéristique des avant-gardes au XXe siècle. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, la leçon plastico-politique de Picasso fut imitée à grande échelle. Picasso avait inventé, surtout, une grammaire de l'art engagé. Grâce à Picasso, d'abord, une forme moderne pouvait compenser l'absence d'engagement. Picasso lui-même n'adhéra officiellement au Parti communiste français qu'en octobre 1944, plusieurs mois donc après la libération. Guernica lui avait économisé le dangereux engagement dans la résistance et il le permit à de nombreux artistes. Picasso n'avait pas manifesté son opposition à l'occupation nazie, mais Guernica était devenu l'icône de la révolte contre les totalitarismes. Cela suffisait pour colporter l'idée d'un Picasso résistant. Dès 1939, le MoMA qui gardait la toile répandait la gloire de Picasso. Jusqu'en Pologne, Picasso passait pour le leader des écrivains et poètes de la résistance culturelle. Je cite ici Tadeusz Kantor. Le mythe d'un Picasso résistant communiste permit à Picasso de rester le pôle principal du champ des avant-gardes. L'artiste apportait au Parti communiste une légitimité bienvenue. D'autres plasticiens importants suivaient, Fernand Léger, André Masson, René Magritte et même Matisse qui n'avait pas plus résisté pendant la guerre. Ilya Ehrenburg pouvait proclamer dans les revues de l'Europe occupée par les Russes « Ce ne sont pas des grands artistes parce qu'ils nous ont rejoints, ils nous ont rejoints parce que ce sont de grands artistes ». Le dilemme, cependant, consistait à définir la manière dont il fallait s'engager lorsqu'on était artiste, l'engagement étant considéré comme obligatoire après 1945. Beaucoup considéraient l'abstraction comme une résistance intérieure, mais cet engagement par la forme correspondait au goût des amateurs du marché. Il était considéré par les communistes comme bourgeois. L'engagement à la Picasso résolvait la question. On restait figuratif, mais moderne, et on n'était pas soupçonné de renier le communisme. En Italie, la référence à Picasso donna du sens, par exemple, au Manifesto del Realismo lancé en mars 1946 par des anciens membres du groupe Corrente, mené notamment par Renato Birolli. Dès 1943, ces artistes avaient prôné une peinture révolutionnaire sur le modèle Picasso. Ils avaient fini par reprendre une voie impressionniste, post-impressionniste, plus assimilable dans l'Italie de Mussolini. Mais avec le retour à la paix, leur intérêt pour une plastique novatrice s'était réactualisé.
Le Manifesto del Realismo de mars 1946 fut aussi nommé Manifesto oltre Guernica. Certains des signataires avaient vu Guernica en 1937 ou en reproduction qui circulait en Italie. Ce manifeste fut à la source de la fondation en 1947 du Fronte Nuovo delle Arti. Les travaux de Biroli respirent la leçon de Picasso, avec leurs cernes noires, les bras résumés à une courbe, ou encore ses pieds arrondis aux orteils écartés. Par métonymie, en peignant comme Picasso, on signifiait qu'on rejoignait le camp communiste. En Europe de l'Est, on trouve ainsi de nombreuses références picturales à Picasso, jusqu'à ce que la doctrine Zhdanov impose un réalisme socialiste radical en 1948. Les inspirations variaient selon les périodes et les styles picassiens connus par les peintres. Des reproductions circulaient dans des revues plus ou moins récentes, comme Zivot, comme Block, comme Bildende Kunst, comme Sabbatsmuveset ou Gross Plastikov, excusez-moi mon accent. Mais il ne s'agissait pas toujours des œuvres les plus récentes. 2 expositions de Picasso seulement furent organisées à l'Est à cette époque. Aussi, c'est la référence au Picasso des années 1920 et 30 qui caractérisait le travail des peintres. Des peintres hongrois, par exemple, comme Cornice, ou à Berlin, comme Karl Hofer. Horst Strempel citait, lui, évidemment, Guernica, outre aussi la Neue Sachlichkeit, mais ceux qui n'avaient pas d'autres informations s'inspiraient, ceux qui n'avaient pas d'autres informations s'inspiraient de la période cubiste, qui pouvait donc signifier engagement, puisqu'elle signifiait Picasso. Le cubisme était ce qu'on connaissait le mieux à Prague, avec la collection Kramar. En Pologne, le Picasso cubiste aussi était une référence pour Kantor dans les années 1940. Contours rigides, formes synthétisées, points de vue multiples. En Espagne, au contraire, Picasso était persona non grata, mais les reproductions de Guernica circulaient sous le manteau. Bien des artistes menaient de manière discrète des pratiques irrévérencieuses inspirées par le cubisme. Enfin, en Europe démocratique, jusqu'au tournant des années 50, Picasso fut une référence centrale pour ceux qui voulaient dépasser le surréalisme avec plus de politique et qui méprisaient l'abstraction lyrique. Les surréalistes révolutionnaires se référaient à lui entre la France et la Belgique. De même, le groupe Cobra reprenait des éléments clés de Guernica, visage tordu, bouche ouverte, dents équarries, mains en fourche tournées vers le ciel. Picasso posa vite un sérieux problème aux communistes durs. Les formes modernes ne correspondaient pas au langage simple requis par le réalisme socialiste. L'équilibre fut difficile à maintenir pendant les années 50. Le Comintern avait besoin de Picasso, alors on ne prenait que ce qui arrangeait le parti. Après 1950, la colombe de Picasso fut reproduite par milliers sous l'égide d'un responsable à la diffusion de la colombe rétribuée par le parti. Assiettes, affiches, tracts, vous pouvez encore en acheter sur Internet, cartes postales, timbres, insignes, tissus imprimés, contribuèrent à financer le mouvement international pour la paix. Picasso avait renoncé à ses droits d'auteur. Les communistes débattaient sur le formalisme bourgeois. Ils évitaient donc d'exposer Picasso s'il n'était pas au service du parti. Au début des années 50 en RDA, par exemple, une brochure publiée par la galerie de Eduard Henning à Halle ne convenait pas aux attentes du Comintern. Le verdict fut « On ne doit pas bannir Picasso, mais bien sûr, la brochure ne doit pas être publiée. » Il y avait des images qu'on préférait ne pas voir circuler. Picasso gênait d'autant plus le Comintern qu'il était devenu l'artiste canonique de l'Occident. La première biennale de Venise, après la guerre, lui avait consacré en 1948 son pavillon central. Aux États-Unis, en Amérique, en Europe, en Amérique latine même, les institutions entérinaient cette hégémonie. À Londres, Paris, New York ou Bruxelles, il était partout. Même s'il refusait de collaborer aux événements organisés par Franco, Picasso acceptait d'ailleurs le marché et donc des compromis douteux. En 1953, Picasso réalisa pour la revue littéraire du PCF, Les Lettres françaises, un portrait très succinct de Staline une semaine après sa mort. Picasso sortait de l'art grandiloquent attendu de lui depuis 1937.
Staline avait une tête de jeune premier, sans rôle particulier. Le dessin ne racontait rien. Les militants l'acceptèrent très très mal. En 1953, la tournée internationale de Guernica dans les pays démocratiques confirma l'idée selon laquelle Picasso n'était pas assez communiste. L'œuvre entama sa tournée à la deuxième biennale de São Paulo. En octobre 1953, elle fut exposée au Palazzo Reale de Milan pour une rétrospective qui attira les foules, puis jusqu'en 1956, ce fut Cologne, Paris, Munich, Bruxelles, Stockholm, Hambourg et Amsterdam, toujours dans des musées, pas sous l'égide des milieux politiques. En 1955, une rétrospective au musée des arts décoratifs de Paris, au sein même du Louvre, entérinait cette consécration. La circulation des œuvres accompagnait celle des images, encore plus importante. On les voit reproduites en revue, en catalogue d'exposition, ici en carte postale, jusqu'en Allemagne de l'Est, en Espagne, au Brésil. Cette circulation avait un impact symbolique essentiel. Plus une œuvre circule, plus son capital symbolique augmente. Aucun artiste dans l'histoire ne connut une telle situation de son vivant. Cela pouvait faire trop pour le Comintern qui prétendait décider du cours de l'histoire. Pourquoi le Comintern ne parvint-il pas à éradiquer l'influence de Picasso? L'artiste avait inventé une grammaire indépassable pour les artistes qui envisageaient de faire de l'art engagé. Lorsqu'un peintre fait de la peinture politique, aujourd'hui encore, il n'a d'autre horizon que Picasso, Guernica et la peinture d'histoire. Il faut un grand format, une composition classique, un sujet grave qui concerne des innocents. Il faut un événement diffusé par la photographie de presse dont on retient le noir et blanc. Il faut une référence aux maîtres anciens, Picasso y compris. Si vous ne prenez pas ces références, vous ne faites pas de la peinture, vous faites de la photo ou du montage, mais pour la peinture, c'est indépassable. Le premier à adopter ses propres recettes dans la peinture politique fut Picasso. Le charnier fut l'œuvre centrale de l'exposition Art et Résistance en 1946 au musée d'art moderne de Paris. La toile cite explicitement Guernica, ses tonalités noires et blanches, sa composition triangulaire et le bras qui sort d'amas humains. Massacre en Corée, envoyé au Salon de mai 1951 à Paris, poursuit dans cette veine. Corps osseux, visage déformé, tonalité noire et blanche, référence à Goya avec les soldats qui braquent leurs fusils sur des innocents. La toile servit à la propagande communiste contre les USA pendant la guerre de Corée. Elle fut exposée à Varsovie en 1952. Reprendre Guernica fonctionnait comme une reductio ad Hitlerum efficace. La grammaire de Guernica se diffuse dans les années 1950 de la Yougoslavie jusqu'en Amérique latine et en Orient. On la retrouve dans des reproductions du catalogue de la Biennale de São Paulo en 1953, par exemple pour le yougoslave Petar Lubarda. Pour 1957, on la retrouve chez des artistes de Colombie et de Turquie. Ici encore, on retrouve la main de Guernica dans des œuvres du Brésilien Cândido Portinari, aussi, par exemple, à la Biennale de 1959. Le vocabulaire plastique de Guernica circula davantage encore à l'est du rideau de fer vers 1954-55, lorsque le dégel permit plus de liberté aux artistes. Il permettait d'éviter le réalisme socialiste tout en maintenant des sujets politiques. Parfois même, cela dispensait de sujets politiques. Ainsi, en RDA, après 1953, Willy Zitte reprit la composition triangulaire de Guernica. Il termine par un pied avec une main tendue au centre. Il y a aussi la fenêtre, le noir et le blanc, outre les armes du massacre en Corée. Zitte osa des termes archaïques même, des thèmes non politiques comme l'enlèvement des Sabines à la Picasso. Il travailla aussi longtemps à un équivalent est-européen de Guernica, l'Idice. Plus jeune, Manfred Böttcher, Ralph Winkler ou Harald Metzges, ici, reprenaient aussi la grammaire de Picasso. Ici, Abstandsport der sechsarmigen Göttin, peint par Metzges en 1956, avec notre triangle, le pied, la main, le pied, les armes.
On pourrait multiplier les exemples entre la Tchécoslovaquie, avec le groupe Tracza, et la Pologne, avec Tadeusz Dominik et Stefan Djerowski. La fin du dégel mit une fin à ces références. Picasso, c'était décidément trop occidental. Mais on retrouve Guernica dans un autre contexte de liberté limitée, en Espagne, dans les travaux des avant-gardes espagnols des années 60. Pour mieux toucher par un message politique, ces groupes s'adaptaient aux nouvelles habitudes de consommation visuelle du public contemporain. La BD, le cinéma, la publicité, les magazines. Ils introduisaient le monde de la bande dessinée dans les œuvres et les juxtaposaient à d'autres icônes en circulation dans la presse en noir et blanc. Ici donc une œuvre d'Equipo Crónica où le super-héros masqué, El Guerrero del Antifaz, attaque avec son épée dans une scène en noir et blanc qu'on finit vite par reconnaître Guernica. Là, le wham du pop états-unien Liechtenstein explose dans un détail de Guernica. C'était faire une allusion claire pour le public de l'époque aux manigances du régime franquiste avec les États-Unis, en particulier l'échange de terrain pour des bases militaires états-uniennes contre de l'argent et une protection diplomatique. Il est temps de conclure. Picasso bouleversa les règles de la culture internationale à plusieurs reprises. Celle du champ international de l'art moderne d'abord, par sa trajectoire venue des périphéries, d'une formation académique et son couronnement rapide comme l'artiste d'avant-garde le plus connu du XXe siècle dès les années 1910. Autre règle aussi, celle de la politique, comment les artistes devaient obéir d'abord au parti. Finalement, Picasso n'en faisait qu'à sa tête. Et enfin, celle de la peinture d'histoire, de la peinture politique, avec une grammaire qu'il a inventée et qui nous reste encore aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et voilà.